Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons aborder une thématique qui pourrait constituer un maillon fort de notre économie nationale. L'une des préoccupations de l'université est de valoriser la recherche scientifique des enseignants-chercheurs et la principale préoccupation des entreprises, c'est d'être capable de proposer des produits toujours plus compétitifs. Sauf que ces deux mondes ne se rencontraient que très rarement. Quelques initiatives timides ont été prises ça et là, mais pendant des décennies, la recherche scientifique universitaire et nos entreprises se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui, l'université est décidée à confier la gestion entrepreneuriale de ses activités de recherche et d'innovation à des sociétés de droit public et privé. Pour ce faire, la filiale participe avec un capital qui sera constitué par l'apport des actionnaires dans l'université. Objectif, booster la recherche et développement et permettre aux produits d'être plus compétitifs sur le marché national et international et réduire les coûts de production. Comment créer ces filiales? Quel est le cadre juridique? Quels sont les contrats proposés? Surtout, à quel point ce changement de paradigme va-t-il aider nos étudiants et nos chercheurs à créer de la richesse et contribuer à renforcer la compétitivité de nos entreprises? Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir trois invités. Tout d'abord, Kahina Djiar, vous êtes directrice de l'école polytechnique et d'architecture et d'urbanisme. Merci d'être parmi nous. On reçoit également Toufiq Hammoum. Vous êtes conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et nous recevons notre consultant économique sur Canal Algérie, Monsieur Mohamed Achir. Vous êtes également enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Merci à tous les trois de participer à ce numéro de l'Heure Éco. La thématique est très intéressante. L'université entrepreneuriale, la recherche scientifique au service du développement économique, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Alors, première question, et je vais commencer avec vous, monsieur le conseiller Toufiq Hammoum. Alors, depuis des années, nous parlons sur les différents plateaux télé, des conférences, de l'impératif de rapprocher le monde des entreprises au monde universitaire, de l'impératif de rapprocher la recherche scientifique et la mettre au service des entreprises. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci monsieur, et merci pour l'invitation et de nous donner cette opportunité d'éclairer un petit peu le grand public sur les actions que mène le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour apporter sa pierre son apport au développement de l'économie nationale qui en a besoin. La nouvelle stratégie adoptée par le secteur de l'enseignement supérieur, qui est une stratégie prospective, jeter les jalons pour une vision plus ou moins entrepreneuriale, comme vous l'avez dit, pour l'université algérienne. Donc, comme on le sait que l'université algérienne est elle contient au sein de ces établissements soit les universités, soit les centres de recherche. Donc des compétences nationales qui sont d'une valeur importante pour apporter leur savoir-faire et tous les produits d'innovation qui sont justement au stade de créativité ou bien au stade de l'innovation, mais passer à l'apport justement à l'économie pour qu'elle soit justement au profit de l'économie nationale. Donc, et nous allons entrer dans les détails dans un instant avec notamment un reportage. Kahina Djiar, c'est une bonne nouvelle pour l'époux. Oui, c'est une excellente nouvelle pour l'EPO. Vous savez que le bureau d'études sous forme de filiale a été créé et inauguré par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 20 décembre 2022. Donc, c'est venu dans le cadre de cette dynamique qui a été lancée, comme l'a expliqué M. Hammoum, dans le secteur de l'enseignement supérieur. Vous savez que l'université est aujourd'hui face à de grands défis. Il y a la massification de l'enseignement supérieur, il y a l'employabilité,
des diplômés. Nous sommes aujourd'hui face à la transition numérique, la transition énergétique, il y a l'économie de savoir. Donc tout ça caractérise un petit peu le secteur de l'enseignement supérieur, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. Et donc l'objectif pour nous, c'est de créer cet écosystème entrepreneurial. Donc, nous recevons à l'EPO les meilleurs de ce que produit le système de l'éducation nationale. Et nous allons voir dans un instant le témoignage des enseignants, mais également des étudiants. Mohamed Achir, nous avons fait appel à vous, bien sûr, pour votre analyse économique, micro et macro. Il était temps de connecter ces deux mondes. Effectivement, c'est-à-dire la problématique d'adéquation d'abord de la formation universitaire avec le monde économique, avec l'entreprise, avec le besoin de l'économie, mais aussi le défi de l'employabilité et de la création d'emplois. Vous savez qu'avec ce rythme de diplômés universitaires, il faudrait peut-être, d'ici une dizaine d'années, trouver 2 millions de postes d'emploi aux universitaires. Donc c'est pour cette raison qu'il faut y aller en amont, c'est-à-dire essayer de faire d'abord de cette formation de ce diplômé, il va créer lui-même son poste d'emploi ou bien créer une entreprise. Mais aussi avec d'autres mécanismes aussi de conciliation de la formation universitaire ou de la stratégie universitaire et de la recherche scientifique avec les besoins de l'économie, avec les besoins de l'entreprise, mais aussi véhiculer un peu les défis qui sont énumérés par mon collègue en termes de défis numériques, en termes de défis de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire. Il y a eu création, par exemple, des instituts de l'agriculture saharienne, par exemple. Ouais. Donc, tous ces défis-là. Donc, il s'agit, à mon avis, carrément de réinventer l'université algérienne de façon d'abord à créer plus d'impact positif pour notre économie, à valoriser davantage les produits de la recherche scientifique, mais aussi à moderniser les outils de la recherche scientifique. Et nous allons voir dans un instant comment on réinvente notre université, nos écoles. L'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, premier établissement, vous allez voir, avoir créé sa propre filiale. L'EPO a créé son propre incubateur avec l'objectif de breveter des projets innovants. Reportage signé Nakhla Al-Harbi. Connecter l'université au monde socio-économique, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger a franchi le pas. L'EPO est en effet le premier établissement universitaire à avoir créé son propre bureau d'études sous forme filiale. Tous les ingrédients ont été réunis pour ce faire. Un labo high-tech, les 11 ateliers soft skills, des équipements de pointe ont été également acquis. L'école polytechnique d'architecture est la seule école qui dispose de ce type de matériel. C'est des machines qui peuvent être utilisées parallèlement et servir à la filiale qu'on vient d'ouvrir au niveau de l'école. C'est-à-dire que c'est des machines qui peuvent servir aussi à des prestations de services. On a pu acquérir des nouvelles technologies de représentation. Par exemple, on a l'hologramme. Cet hologramme va nous faciliter le processus de notre travail. Plusieurs actions ont été entreprises au niveau de l'école pour former les étudiants à la culture entrepreneuriale. En plus du bureau d'études, l'école abrite la maison de l'entrepreneuriat, mais pas que. Un incubateur est en cours d'installation également. Les responsables escomptent même enregistrer des brevets d'invention. Il faudrait quand même un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat. Donc le fait d'avoir notre bureau d'études au niveau de notre établissement, nous avons en quelque sorte rapproché l'étudiant de l'univers économique. Nous avons mis en place une première action, c'est une cellule qui réfléchit un petit peu sur comment valoriser les projets de nos étudiants. Et pour l'architecture, qui a une particularité, et ça c'est très important, nous avons pensé à mettre en place donc un bureau d'études, une filiale de l'école, dans laquelle nous allons venir justement développer les idées innovantes de nos étudiants. Un diplôme, une start-up, l'arrêté 1274 qui introduit le diplôme PFE au projet de fin d'études permet de mettre en valeur les projets des étudiants en architecture qui passeront ainsi de la conception à la réalisation. Pour les apprenants en fin de cursus notamment, cette filiale est pour eux un bon préalable au monde du travail. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, que nous avons constitué cette maquette urbaine qui sur le quartier de Blue is Dead, qu'on va donc projeter un projet qu'on souhaite bien sûr voir s'inscrire dans le bureau d'études, le nouveau bureau d'études au sein de l'EPO. Donc c'est une chance pour nous de voir se concrétiser nos projets.
Bon, déjà, nous trouvons qu'en tant qu'étudiants, que c'est une très belle initiative qui va nous permettre de concrétiser nos idées au lieu d'être détachés complètement de la réalité. Et nous sommes en train d'encourager nos étudiants, surtout en relation avec le PFE, pour qu'ils puissent un peu gagner travail PFE et start-up. Assurer des rentrées d'argent pour l'école et concrétiser la relation organique entre l'université et le monde du travail. C'est tout l'intérêt de la création de ce bureau d'études. Il y a plusieurs enseignants qui font appel justement aux collectivités locales parce qu'ils veulent renforcer ce lien entre les projets qu'ils font faire aux étudiants et justement le terrain pour éviter cette déconnexion. C'est bien la théorie, mais c'est encore mieux que ces idées théoriques puissent être pratiquées. Justement, la création de la filiale EPO s'inscrit dans un contexte caractérisé par les décisions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc dans l'objectif de créer un écosystème qui donne un peu plus qui participe à redynamiser le contexte socio-économique à travers l'intégration de la dimension recherche assurée par le secteur universitaire. Le bureau d'études EPO, voire la filiale, vise à participer dans des domaines précis comme la recherche sur la numérisation dans le domaine de la construction, les normes et les référentiels et bien entendu l'architecture. Voilà pour ce reportage, pour cette découverte aussi. Kahina Djihar, nous avons vu un certain nombre d'étudiants, d'enseignants-chercheurs très impliqués. Oui. Et c'est un premier exemple pour vous. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors vous avez vu que tout le monde a insisté sur cet écosystème entrepreneurial que nous travaillons pour concrétiser et pour développer au sein de l'établissement. Donc vous savez que cette année est marquée par l'implémentation de nouveaux textes réglementaires. Contrairement aux années précédentes, la formation maintenant est régie par de nouveaux textes. Et la particularité, c'est que ces textes insiste sur le caractère entrepreneurial. Nous formons désormais un architecte entrepreneur. Et donc tout est fait, la dynamique dont on a parlé dans le secteur de l'enseignement supérieur, tout est fait afin de créer la possibilité à l'étudiant de se réaliser et de pouvoir. Donc l'apprenant, nous recevons des étudiants qui sont carrément des adolescents, qui nous viennent du lycée, généralement accompagnés de leurs parents. Et donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour les accompagner à travers les compétences académiques ou alors ce qu'on appelle les soft skills, les compétences les compétences transversales, pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre sort. Donc pour qu'ils puissent. En tout cas, nous avons vu des profils qui sont très engagés, intelligents à travers leur discours aussi. C'est primordial aujourd'hui si on veut développer nos universités, nos centres de recherche, notre économie et garder toute cette richesse en Algérie. Oui. Nous investissons carrément dans la ressource humaine. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de rendre ces étudiants graduellement responsables de leur avenir, de leur créateurs d'emplois, créateurs de richesses, et non pas demandeurs d'emplois. Ce que fait le secteur de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est d'insister sur toutes les actions, insister sur la manière dont cet étudiant pourrait contribuer à la création de la richesse. Économie de savoir, donc possibilité pour l'étudiant, pour les chercheurs également, de transformer toute sa connaissance en quelque chose qui peut être économiquement viable. Et donc, c'est la productivité, c'est encourager carrément la productivité de l'étudiant ou de l'enseignant-chercheur. Monsieur Hamou, ce que nous dit Kahina Djihar est très important et relève du bon sens aussi, parce que nous sommes dans une époque où l'économie de la connaissance prend le dessus. Nous ne pouvons pas... c'est un changement de paradigme aujourd'hui. Aujourd'hui, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est une priorité, c'est juste un exemple, ça sera généralisé vers d'autres universités, vers d'autres écoles, à travers le territoire national, ou alors on attend qu'il y ait des projets pilotes pour se lancer. Tout à fait. Je viens en soutien à ce que vient de dire Madame Djihar. Effectivement, la nouvelle vision du secteur, c'est
de faire de l'université comme une locomotive pour le développement de l'économie nationale. Donc, il faudrait que l'université aille au-delà de sa mission régalienne qui est la formation. Donc, prendre en charge même le diplômé après sa formation en créant d'abord les start-up, donc diplôme et start-up. Donc, il y avait cette action de création des start-up au niveau des universités. Maintenant, on est passé à une deuxième étape, c'est la filiale. Donc, la filiale, elle peut avoir plusieurs formes. Donc, comme l'exemple de l'EPO qui est un bureau d'études en urbanisme. Et on a aussi inauguré 5 bureaux d'études, d'expertise et de consulting au pôle universitaire de Koléa. Donc aujourd'hui, on est à 6 qui sont inaugurés et lancés. Mais le ministère a reçu jusqu'à aujourd'hui un total de 49 projets de création de filiales au niveau des universités sur le territoire national. 49 aujourd'hui. Donc ça va continuer. Donc au courant de l'année 2023, en principe en fin 2023, on arrivera peut-être à un nombre important qui va couvrir tout le territoire national. Une autre question, M. Hamoum, pour faire un peu de pédagogie pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Peut-être qu'il y a parmi eux des enseignants-chercheurs, des directeurs de laboratoire. Quelle est la procédure à suivre aujourd'hui? Je suis directeur de laboratoire, je veux développer mon activité, j'ai une recherche efficiente au sein de mon laboratoire. Quelles sont les démarches à suivre? C'est très simple. Donc, l'université, le statut de l'université permet de créer une filiale à caractère commercial. Les centres de recherche et les EPST, y compris, ils ont cette possibilité par rapport au décret 2011 qui régit les centres de recherche. Donc, ils ont cette possibilité de créer une filiale à caractère commercial en parallèle de l'activité régalienne de l'institution. Donc, maintenant, on permet aussi à l'université qui a une vocation de formation de créer aussi sa propre filiale qui viendra en soutien d'abord à l'établissement lui-même, donc pour l'investissement et l'apport et tout ce qui va être généré de cette filiale. Donc on fait profiter ces universités de l'expertise, de ce potentiel humain que possèdent ces universités et tous les moyens meubles et immobiliers et financiers de l'université qui seront mis au service de cette entreprise. Donc, tous les laboratoires de recherche, tous les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents ont cette possibilité de créer ces filiales, bien sûr sous la supervision du conseil d'administration des établissements qui doit valider ces propositions. Et il y a toute une procédure administrative à suivre au niveau de la centrale du ministère. Mohamed Achir, quelle est l'analyse de l'économiste? C'est une manière de rattraper aussi le temps perdu? Effectivement, on est très en retard en la matière. On aurait pu valoriser quand même des thèses, des travaux de fin d'études, de mémoire de master, même des rapports de stage des étudiants. Il y a beaucoup d'idées innovantes, beaucoup de projets d'entreprise carrément, mais malheureusement... Vous parlez en connaissance de cause puisque vous êtes enseignant. Effectivement, oui, il y a des idées innovantes et dans tous les domaines, en architecture, en économie, en génie de la construction, et il y a même des étudiants en informatique aussi, des applications, mais qui sont restés dans le stade de la recherche, mais sans valorisation pour qu'ils, c'est-à-dire, puissent devenir des projets innovants, des projets concrétisés en entreprise. Maintenant, cette démarche, c'est pour cette raison que j'ai parlé d'une certaine carrément réinvention de l'université, bien une université réinventée en termes d'approche. J'ai apprécié le concept utilisé par le ministre quand il parlait d'un carré magique
enseignement, recherche, création de richesse et création d'emplois. Donc c'est ça, il faut y aller vers vers ce carré magique, effectivement. Maintenant, sur le terrain, ça va nécessiter quand même beaucoup d'efforts. D'abord, il faut un effort d'encadrement juridique qui va simplifier davantage ces initiatives de création de filiales ou de bureaux d'études et même de concrétisation de projets start-up, des start-up des étudiants universitaires. Il faudrait également, surtout, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire il faut y aller vers la commercialité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester dans l'esprit fonction publique. Donc, on va créer éventuellement un statut d'EPIC, ou je ne sais pas le statut qui sera, c'est-à-dire... le statut Charles, nous allons en parler dans un instant. Les statuts qui vont être donnés à ce genre d'entreprise, mais il faudrait dépasser cette culture, c'est-à-dire publique, et aller vers la commercialité, c'est-à-dire il faut que nos entreprises, nos universités deviennent des entreprises, enfin dans ce domaine, parce créer de la richesse et faire entrer de l'argent. Fondamentale qui est la recherche académique aussi et l'enseignement, mais dans cette nouvelle option économique, donc il faudrait que la commercialité s'impose. Les règles de la commercialité, c'est-à-dire nos universités doivent être agressives, doivent chercher des marchés, doivent vendre leurs produits, doivent valoriser leurs produits. C'est-à-dire faire du marketing, être compétitif, vendre des brevets et faire entrer de l'argent. Effectivement, donc ils doivent faire entrer de l'argent. Ils doivent, c'est-à-dire constituer un levier aussi pour l'économie. Et c'est une valorisation. D'ailleurs, maintenant, nous sommes dans la tertiarisation des économies, c'est-à-dire les économies développées sont tirées par le secteur tertiaire dans lequel on retrouve le poids de la recherche scientifique, la technologie, les brevets, la valorisation des produits scientifiques. Donc c'est c'est-à-dire mentalité qu'il faudrait peut-être inculquer à cette nouvelle démarche de valorisation de la recherche au niveau de l'université. On revient vers vous, Madame Gillard, puisqu'on a vu ce reportage. Vous êtes en quelque sorte précurseur. Quel genre de société vous avez créé? Une Charles? Oui, en fait, ça, c'est la forme juridique. C'est un bureau d'études sous forme de filiale, mais par rapport au caractère juridique, le statut, c'est une SARL. C'est une société à responsabilité limitée. Il y avait la possibilité d'aller vers soit une société par action, soit une société à responsabilité limitée. Et le côté juridique donne la possibilité de créer une société par action qui permet à l'université d'être actionnaire, aux chercheurs d'être actionnaires aussi, et à l'entreprise aussi d'être actionnaire, M. Hamou. Absolument. Donc, la réglementation prévoit toutes ces dispositions que l'université, elle est partenaire principal, mais elle peut avoir des partenaires socio-économiques, soit privés ou publics, et même des personnes morales, même les enseignants et les étudiants. Tous ont la possibilité d'être actionnaires dans ce regroupement qui est la filiale. Mais il y a cette question qui s'impose aussi, que je vais vous poser à tous les trois. Une fois on est compétitif, une fois qu'on est sur le marché, enfin on fait rentrer de l'argent, est-ce que c'est facile aussi de le réinjecter, de l'investir pour développer davantage la recherche et développement? Oui, tout est codifié. Finalement, tout est codifié. Est-ce que c'est facile? C'est problématique. Hein. J'ai envie d'avoir votre réponse d'abord avant d'aller chez l'économiste, M. Hammoum. C'est-à-dire, dans la gestion, quand on fait rentrer de l'argent, est-ce que c'est facile de le réinjecter facilement? Tout est réglementé, bien évidemment. Donc la gestion financière de l'entreprise est codifiée. Donc il y a tout un arsenal juridique qui régit la gestion interne de l'entreprise. Bien sûr, tout ça sous la supervision du conseil d'administration qui valide, et un commissaire aux comptes qui valide les comptes et tout ça. Donc tout est réglementé. Tout ça passe par une réglementation en vigueur. Il
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur cette question. Madame Diard, vous n'êtes pas encore à ce stade puisque vous avez lancé, je pense, votre entreprise en mois de décembre. Oui, c'est le bureau d'études. Le bureau d'études, oui, voilà. Mais de toute façon, c'est régi par le Code des marchés publics. Hein. Donc, c'est exactement... c'est régi par un code et donc les textes sont clairs là-dessus. Donc, il y a possibilité d'investir, il y a possibilité de récupérer l'argent. C'est comme une entreprise. Sauf que, pour notre part, on n'a pas envie de s'éloigner des missions principales de notre établissement. Donc c'est la raison pour laquelle dans le Canva qui a été, parce que tout à l'heure vous avez posé la question quelles sont les démarches ou alors la procédure à suivre afin de mettre en place le bureau d'études. Donc dans le Canva qui a été élaboré, il fallait préciser aussi les missions, le service qui va être offert. Et dans les services, nous n'avons pas souhaité nous éloigner de nos missions principales. Nous avons la formation et la recherche, mais nous avons aussi la possibilité de créer, d'animer, d'organiser des manifestations scientifiques. Le côté innovant de la recherche, donc comment l'intégrer. Vous savez que nous faisons soutenir des doctorants qui proposent des outils d'aide à la décision, qui proposent vraiment des études des guides exactement, qu'on pourrait, via le bureau d'études, valoriser. Donc ça... c'est la valorisation de la recherche scientifique, c'est la valorisation de ce que produisent nos étudiants aussi, au niveau de la graduation. Et l'organisation de manifestations scientifiques est aussi un investissement dans la recherche et développement, n'est-ce pas, M. Haché? Oui, c'est tirer la croissance par le haut, c'est la tirer par la capacité d'innovation, de la recherche et développement. Et c'est ça qui crée même une croissance auto-entretenue, pas une croissance qui est générée par l'accumulation des ressources, de matières premières ou bien du capital humain. Mais une croissance qui est basée sur la valorisation de la recherche, sur l'innovation et sur les nouvelles technologies. Donc, et l'université, justement, elle est je dirais le vivier de la recherche, de la production des innovations, des brevets, et maintenant créer ce cadre. C'est-à-dire même, il faudrait, je crois, créer même, lorsqu'on parle de conseil d'administration, effectivement, même dans son conseil d'administration, pourquoi ne pas associer même des entreprises qui sont un peu dans surtout des grandes entreprises qui sont dans des secteurs d'activité très importants. Donc, créer des conseils mixtes entre les grandes entreprises et l'université pour pouvoir justement cibler des éléments de recherche, parce que la recherche, après tout, elle a besoin de financement. Donc, il y a des recherches qui prennent beaucoup de temps. Donc, il faudrait des capitaux pour financer cette recherche et créer aussi des passerelles avec le secteur public, surtout le service public, avec les collectivités locales. Même cette recherche, même ces projets de recherche dans l'université ou bien c'est-à-dire comment territorialiser un peu l'université de façon à servir davantage son territoire. Par exemple, l'EPO, il a déjà un marché prêt, je crois, avec les collectivités locales, avec l'urbanisme, et ils peuvent être facilement compétitifs et concurrentiels du moment qu'ils ont les meilleures recherches, et c'est des producteurs d'abord de grands architectes et d'urbanistes. Donc il faudrait justement valoriser ce savoir-faire, valoriser ces recherches, et ça va permettre même à notre économie de faire l'économie de la facture d'importation des services. On importe beaucoup de services, des bureaux d'études, surtout dans certains secteurs. Donc, et parfois, M. Achille, et vous allez peut-être être d'accord avec moi, on ne fait pas assez confiance à nos jeunes, on ne fait pas assez confiance parfois à nos talents. M. Achille a évoqué quelque chose de très important, territorialiser la recherche. Monsieur Hamoum, c'est une priorité aussi parmi... Absolument, absolument. Comme l'a bien souligné, les compétences existantes, il faudra les valoriser. Donc, ce savoir-faire, si l'université même n'en profite pas, ne l'exploite pas, donc d'autres organismes vont l'exploiter, vont faire appel à ces compétences. Donc pourquoi ne pas en profiter de ces compétences et des moyens qui sont mis à la disposition au service d'abord de l'institution d'accueil et puis au territoire
ou bien aux autorités territoriales. Donc il sera au service des collectivités locales, des autorités locales, et en même temps, il va conquérir le marché, le grand marché économique, par la valorisation de cette innovation qui, justement, dort dans les bibliothèques, dans les universités. Il faudra valoriser, faire sortir toute cette innovation et faire vendre justement ce savoir-faire et le mettre au service de la société et du développement économique. Et puis dans une émission économique, on parle d'investissement. Dans les universités, il ne faut pas oublier que l'État a investi des milliards pour former les étudiants, pour arriver jusqu'à 5e année de l'EPO, être enseignant-chercheur, etc. Et là, dans la phase finale, c'est là où on doit maintenir cette dynamique peut-être d'investissement pour faire confiance et justement avoir cette recherche, ce résultat. Absolument. Il y a aussi un point très important qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est que l'étudiant étant diplômé, nouveau diplômé, il faudra que lui-même crée son emploi. Oui. Donc l'avenir de l'emploi, ça ne sera plus la fonction publique. Maintenant, il faudrait que le diplômé, avec son innovation, avec ses segments, enfin ces dispositions qu'on vient de mettre en place, pourra créer justement son propre emploi et devient créateur d'emplois et de richesses, bien sûr. Madame Diard, pour rebondir à ce que dit Monsieur Hammoum, vous êtes directrice de l'EPO, vous côtoyez tous les jours vos étudiants. Vous sentez ce changement de paradigme, ce changement de vision? On veut être davantage entrepreneur. Oui, clairement. On veut se lancer dans l'aventure. On sent de toute façon l'intérêt qui est exprimé par l'étudiant. Ils veulent savoir ce que c'est. Ils ont entendu parler de l'instruction de notre tutelle, un diplôme, une start-up. Ouais. Ils veulent savoir comment est-ce qu'ils pourraient créer leur propre start-up. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur vise à rapprocher davantage l'université du secteur socio-économique. Mais plus que cela, vise aussi à accompagner l'apprenant. C'est-à-dire, il y a 3 étapes qui ont été créées. La première étape, c'est l'orientation, le système d'orientation. Comment orienter le lycéen quel serait son avenir? Donc, essayer quelque part de lui expliquer, voilà, le système d'orientation est choisi. Choisis ton futur, ton emploi futur. Ensuite, deuxième étape, pendant le cursus. Et là, lors du cursus, il y a des compétences dont on a parlé tout à l'heure, transversales, mais compétences aussi académiques. Et après le cursus, à la fin, nous avons un diplômé. Que faire de cet avenir? Et donc là, c'est carrément création soit de start-up. On est là, il y a toujours l'accompagnement, il y a toujours un encadrement qui est fait. Et donc, il y a les opportunités, offrir la possibilité à ces diplômés de pouvoir créer leur propre entreprise. Et donc, vous avez parlé de compétitivité, c'est normal. Lorsqu'on aborde l'économie ou alors le côté financier, on parle systématiquement de compétitivité. Mais ce que l'on souhaiterait encore plus, c'est renforcer le partenariat. C'est-à-dire, à l'EPO, de toute façon, on ne voit pas les autres bureaux d'études privés ou étatiques, publics, qui existent dans le secteur socio-économique, comme réellement des adversaires ou sur le plan économique, mais plus des partenaires. Voilà. Donc ça nous permettrait de renforcer le partenariat avec le secteur socio-économique. Monsieur Haché, je sais que vous voulez réagir à tout ce qui a été dit, mais je vous pose aussi cette question, puisque vous êtes le spécialiste et l'analyste économique, la question des indicateurs dans une économie, les signaux positifs, vous en parlez souvent. On en a entendu maintenant Madame Diard parler de cet intérêt par rapport à un diplôme, une start-up, l'écosystème qui est en train d'évoluer. Est-ce que tout cet écosystème peut contribuer à renforcer cette envie d'aller entreprendre, de créer son propre emploi? Tout à fait.
justement un écosystème va faciliter et va rendre les conditions de création d'entreprises très faciles. C'est-à-dire, l'écosystème, il va porter ces porteurs de projets, ces innovateurs, ces inventeurs, ces talents aussi, parce qu'il y a même un niveau très important parfois d'innovation dans certaines recherches universitaires. Donc, il faudrait justement créer cet écosystème qui va être c'est-à-dire même intersectorial. Je crois qu'on va attendre prochainement même une loi sur le partenariat public-privé, justement pour y aller même dans le sens de madame de compétitivité, c'est-à-dire que de se faire dans la concurrence, il y aura une compétition avec, c'est-à-dire un certain partage d'intérêts. C'est ça d'ailleurs le fondement d'un écosystème, d'un cluster, c'est-à-dire il y a partage d'intérêts, il y a complémentarité dans les objectifs et dans la création de la richesse. Donc tous ces systèmes-là nécessitent bien entendu beaucoup d'encadrement juridique parce que nous sommes en train quand même d'orienter. C'est une nouvelle orientation de l'université. C'est vrai, le potentiel existe actuellement dans toutes les universités algériennes, dans toutes les spécialités. Et on a, moi en tant qu'enseignant, senti cette envie des étudiants de créer leurs projets, de concrétiser leurs projets. C'est-à-dire, ils ont cette motivation. La motivation existe. Donc maintenant, il appartient bien sûr donc à l'État, à tous les secteurs, donc de créer beaucoup de passerelles entre l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le monde économique, les entreprises, mais surtout il y a la question de financement à laquelle il faut s'intéresser. Il y a des financements, parce que même le financement des startups, c'est un financement innovant. Si on regarde un peu, depuis 1946 aux États-Unis avec la RD, la première société du capital risque, et c'est des sociétés de capital risque qui ont porté toutes ces startups des GAFAM aux États-Unis d'Amérique. Et le capital risque, justement, c'est un mode de financement innovant et qui finance les idées, qui finance des projets. Donc, facilement de prendre participation avec un business plan, un business modèle, en se basant sur l'idée, pas un patrimoine qui détient l'étudiant, des terrains ou des bâtiments, ou bien une ressource financière. Donc l'université, avec bien sûr le ministère des startups, de l'économie de la connaissance, doivent travailler justement de façon à multiplier les systèmes de financement innovants, que ce soit pour la recherche scientifique et les laboratoires universitaires, en partenariat avec des entreprises, mais aussi surtout pour les startups. Pourquoi pas créer une société de capital risque dans une université qui va financer ces projets, c'est-à-dire de start-up des étudiants. Ça peut être une question qu'on peut vous poser, Monsieur Hamoum. Absolument, dans le vif du sujet, effectivement, les start-up, c'est un segment très important qui est vraiment, il a pris un rythme de croisière vraiment important. Juste à titre d'information, qu'à fin décembre, on a recensé pratiquement plus de 9000 idées innovantes de start-up, donc propositions de start-up que les universités vont accompagner dans le cadre des incubateurs et tout. Et revenir à la question que vient de poser Monsieur Achir, c'est le ministère de l'économie numérique et de la connaissance et des startups. Donc, le ministère de l'enseignement a déjà signé une convention de partenariat récemment, donc ils sont disposés à accompagner ces startups. Donc même la question des financements de ces startups a été posée. Donc peut-être les mécanismes ne sont pas encore mis en place, mais c'est en perspective que le département des startups donne aussi cette possibilité de financement de ces projets innovants qui seront
lancé incessamment. Donc, en plus de l'Algerian Startup Fund, qui est un fonds public pour financer absolument. ou prendre part dans le capital des startups. Des fonds privés, des fonds de l'université, par exemple. Absolument. Voilà. Et l'université apporte aussi son apport aussi. Hein. Donc, en leur offrant des locaux, donc à l'accueil au sein de l'université accueille justement ces startups, y compris l'incubateur qui va booster l'émergence de ces startups. Et actuellement, justement, le premier semestre de cette année 2023, à l'enseignement supérieur, on est en train de réadapter, de réajuster l'arsenal juridique pour l'adapter justement à ses besoins. Et le deuxième semestre, normalement, on passe à une deuxième étape qui est la productivité et passer à l'action, y compris pour les filiales. Normalement, en fin 2023, on verra les premiers résultats de ces bureaux d'études et filiales en général. Madame Diar, vous avez déjà votre incubateur au niveau de l'EPO? Oui, il est en cours d'installation. Donc vous voyez, il y a le bureau, il y a déjà les prestations que le statut de l'établissement peut permettre. Voilà, permet d'effectuer. Il y a parallèlement à cela l'incubateur qui est en cours de mise en place. Il y a le bureau d'études qui va permettre aussi de faire des prestations et d'offrir des services. Donc tout est fait pour rapprocher l'université du secteur socio-économique et pour permettre à l'apprenant, c'est-à-dire au diplômé, à l'étudiant, d'être motivé afin de se projeter dans l'avenir, mais aussi le chercheur, l'enseignant, de réaliser aussi toutes ses compétences. Mais vous êtes enseignante et vous connaissez très bien que les étudiants sont davantage sur les réseaux sociaux, ils sont dans cette culture d'instantanéité. Vous leur dites quoi? Vous leur dites qu'il faut patienter un tout petit peu pour avoir les résultats de tous ces efforts que vous faites, notamment au niveau de l'EPO? De toute façon, ils sont en pleine préparation de leur projet de fin d'études. Et donc, ils sont en train de maturer l'idée. Mais vous savez que nous avons recensé près d'une 50aine d'idées innovantes. Et donc là, la commission qui est chargée de concrétiser cette idée ou de breveter ou alors d'instaurer le système de start-up est en train déjà à entamer le travail avec ces étudiants-là. Donc c'est en cours de concrétisation. Donc il faut patienter un petit peu pour avoir les résultats. De toute façon, on est obligé on est tenu, la gestion axée sur le résultat, c'est des résultats au mois de juin. Donc on est tenu d'avoir des résultats au mois de juin de cette année, de l'année. Donc à partir du mois de juin, M. Hachel, on pourra peut-être refaire une émission pour parler des premiers résultats de ce partenariat, de ces créations de bureaux d'études au sein de l'université. Oui, dans les startups, il y a déjà des résultats très intéressants. Oui. Et puis, surtout, c'est des startups qui sont dans des secteurs innovants aussi, surtout le numérique et les applications. Et là, on voit que les start-upers apportent quand même des réponses à des besoins, des nouveaux besoins, donc immédiats, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et tout ça, justement, va contribuer à la croissance économique. Je l'ai dit tout à l'heure que la tertiarisation des économies développées, c'est aussi dans cette capacité d'innovation, de cette capacité de répondre à des nouveaux besoins, ou même de créer des besoins aussi. Le marketing, donc c'est sa mission aussi, donc créer des besoins et d'offrir des produits. Donc il y a des dynamiques actuellement au niveau de nos universités. Moi-même, il y a 2 semaines, j'ai même ramené un start-upper qui était un étudiant à moi, qui a présenté pour mes étudiants son projet de start-up qui est concrétisé. Il a eu même un prix du ministère. Donc, le label start-up. Donc ça, c'est le concret. On voit ça sur le terrain et ça donne encore de motivation pour des étudiants. Pour, c'est-à-dire tenter leur aventure, parce que c'est une aventure aussi. Donc, c'est l'esprit du risque, c'est cet esprit entrepreneurial, donc et c'est la persévérance aussi de l'étudiant. L'étudiant qui a créé cette start-up, dans le domaine de e-payment, c'est le paiement électronique. Le paiement électronique. Donc, déjà, il s'est associé
avec un informaticien et son frère qui est au marketing. Donc là, justement, ça nous pose aussi cette nécessité de créer la mobilité, parce que le système LMD, en tout cas, fondamentalement, est basé sur la mobilité. Le débat est passionnant, M. Achir, mais je vais vous demander de terminer avec votre actualité. On va faire un dernier tour de table. Peut-être avec cette actualité aussi, si vous souhaitez. Donc, oui. En tout cas, je pense qu'il y a toutes des nouvelles offres de formation, mais permettre cette mobilité, même entre les départements, entre les spécialités, pour renforcer dans le cadre, bien sûr, des bureaux d'études, dans le cadre des start-up, c'est-à-dire parce que renforcer cet il y a des connaissances, bien sûr, transversales, des connaissances de spécialité, mais créer justement, renforcer la mobilité au niveau de l'université. Très bien. Monsieur Hammoum. Je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Achil. Effectivement, la mobilité, c'est important parce que là, on est en train de créer des pôles d'excellence sur tout le territoire national qui va concrétiser cette idée de mobilité d'abord des compétences et des étudiants. Et je tiens à souligner aussi pour les start-up et pour les bureaux d'études que Monsieur le ministre, si vous l'avez remarqué, qu'il se déplace personnellement dans les établissements justement pour veiller à ce que les start-upers et tout aient leur espace. Donc l'université, elle est là à assister justement toutes ces compétences, toute cette dynamique, en leur offrant tous les moyens nécessaires pour réussir. Donc le secteur ouvre justement cette porte à ces idées innovatrices pour qu'elles soient d'un apport important au développement de l'économie nationale. Il faut dire ce qu'il en est aussi. On salue toute la dynamique créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration, on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, avec le ministre de l'Économie, de la Connaissance, des startups et des micro-entreprises, Djihar Kahina. Oui, alors il y a une dynamique très très positive donc au sein du secteur de l'enseignement supérieur et pour notre part, pour l'EPO, cela permettrait de renforcer le rôle sociétal de l'EPO, l'ancrage territorial, la forte identité de l'établissement. C'est très important ça. Oui, ça renforce aussi, ça rapproche l'EPO du secteur socio-économique, ça renforce les liens, le partenariat, et donc ça donne aussi de l'espoir à l'étudiant, et c'est le plus important. Et en tout cas, on salue toute l'équipe qui est passée dans le reportage qu'on a suivi aujourd'hui, que ce soit les étudiants, les enseignants, et on sent qu'il y a une véritable implication dans le travail qui est fait. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Mohamed Achir, vous êtes notre consultant, on vous retrouve à intervalles réguliers pour nous éclairer sur des thématiques aussi importantes que celles d'aujourd'hui. Merci à vous, Toufiq Hammoum, vous êtes conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci à vous, Kahina Djihad, vous êtes directrice de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abadal. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.